dans le domaine de la santé, quand je regarde un peu les études, apparemment c'est l'un des domaines où l'IA aura le plus d'impact. En santé, comme dans quelques autres domaines, c'est pas un truc qu'on peut essayer et voir. On ne peut pas envisager l'avenir si on ne développe pas notre société numérique. Et c'est une société numérique qu'il faut qu'on développe. Nous, Français, et nous avons les atouts. Les atouts numéro 1, c'est les talents. Et les Français sont bons en informatique. Est-ce que ces IA-là ne vont pas finalement prendre notre emploi à nous? Moi, j'ai très peur. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai très très peur que ce soit encore de la bureaucratie, encore de la technicité et qu'on crée des usines à gaz régulatoires qui ne protègent pas. Hello, bienvenue sur le podcast. Moi, c'est Natacha Ndjongwa-Yebga, ingénieure data scientist depuis plus de 5 ans. Ma mission à moi, c'est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à toutes. Et à travers ce podcast, l'objectif, c'est de vous inspirer, c'est de vous guider, c'est de vous montrer la voie des possibles, de vous montrer à quel point vous pouvez transformer votre quotidien et votre carrière grâce à la data et l'intelligence artificielle. Dans cet épisode, on va plonger au cœur de l'actualité. On parlera de l'avenir de l'intelligence artificielle. Si vous avez remarqué comme moi, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, dans des discussions en général, on parle majoritairement de l'intelligence artificielle générative. Alors qu'en réalité, ce qui ramène réellement de la valeur en entreprise aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle tabulaire. Ce sont les modèles entre guillemets basiques comme la régression linéaire, la régression logistique, les XGBoost, les random forest. Bref, les modèles de machine learning traditionnels apportent de la valeur en entreprise, mais aujourd'hui, au devant de la scène, c'est l'intelligence artificielle générale. Pourquoi c'est comme ça? On parlera également de la position de la France et de l'Europe en général sur les sujets d'intelligence artificielle. Parce qu'on sait tous que, en général, on parle des États-Unis quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la Chine. Quelle est la position de l'Europe? Comment la France peut avoir une position stratégique pour justement évoluer dans cette course vers l'intelligence artificielle? Pour explorer cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast une personne que tous les professionnels du monde de la data et de l'intelligence artificielle devraient connaître. Il s'agit de Gaël Varocco. Avant de vous laisser avec mon échange avec Gaël, laissez-moi vous présenter qui est Gaël Varocco. Gaël, c'est le cofondateur de Scikit-learn, la librairie de machine learning la plus utilisée au monde pour le développement des IA tabulaires en général en entreprise. Il est directeur de recherche à l'INRIA et est également le cofondateur et conseiller scientifique de Probable, une entreprise issue de l'INRIA qui a pour mission de soutenir et de développer l'écosystème open source pour la science des données, accompagner les entreprises dans leurs défis liés à l'intelligence artificielle et surtout de garantir le développement des communs technologiques. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de Scikit-learn Probable, Gaël a également contribué à la rédaction d'un rapport intitulé IA, notre ambition pour la France, publié par la Commission de l'intelligence artificielle, qui propose 25 recommandations pour positionner la France comme un acteur clé dans la révolution technologique de l'intelligence artificielle. Ce rapport a également été rédigé par des acteurs comme Luc Julia, Yann Lequin et autres. Donc, vous aurez compris, Gaël a des choses très intéressantes à partager sur l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup appris de la discussion avec lui. Dans le podcast, vous allez découvrir ce sera quoi l'avenir de Scikit-learn à l'ère de l'intelligence artificielle générative. On va parler des enjeux de souveraineté en Europe. On parlera également de l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi et surtout les défis techniques de l'intelligence artificielle dans des secteurs clés comme la santé. On va parler de protection des données et autres. Donc, c'est une véritable masterclass que Gaël vous propose dans cet épisode. Une dernière chose avant de vous laisser avec les chances, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est comme ça que des personnes de plus en plus impactantes, influentes auront envie de venir partager leur expérience sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous. Mettez-moi de gros pouces bleus parce que c'est comme ça que l'algorithme de YouTube met en avant les vidéos en général. Et surtout, sur toutes les plateformes d'écoute, allez mettre 5 étoiles parce que c'est comme ça que le podcast aura de plus en plus d'impact et on va créer ensemble la plus belle communauté data et IA francophone. Je compte sur vous. Sur ce, bonne écoute à vous. Alors Gaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur en tout cas de t'avoir. Toi qui as co-créé le package Scikit-learn que la majorité des data scientists qui me suivent sur la chaîne utilisent. Donc merci beaucoup. Donc ensemble, dans le podcast, on va parler déjà d'IA générative.
Je vois de plus en plus, depuis novembre 2022, que ChatGPT est sorti. En fait, quand je regarde sur Internet ou dans les médias, on ne parle que d'IA générative. Donc, ma question pour toi, c'est pourquoi est-ce que cette IA est toujours mise en avant, alors qu'en entreprise, c'est souvent l'IA tabulaire que beaucoup de personnes font. Et donc voilà, c'est quoi ta position là-dessus? Est-ce que tu penses que l'IA générative, ce sera la norme? Ou quelle est la vision que tu as sur les IA tabulaires aujourd'hui? Mais d'une certaine manière, c'est normal qu'on parle partout d'IA générative parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre, c'est beaucoup plus visuel. Visuel déjà parce que de temps en temps ça génère des images, mais aussi parce que quand ça génère un texte, c'est un texte que tout le monde comprend. Alors que quand on fait des données tabulaires, de l'IA sur les données tabulaires, c'est plus abstrait. Donc c'est normal que ce soit la chose que tout le monde voit. On peut parler à table d'IA générative, c'est plus difficile de parler à table de Random Forest. Ouais, j'avoue. Après, il y a un autre aspect, c'est la nouveauté. Et donc, on a un monde économique qui s'enthousiasme pour cette nouveauté. Surtout que, comme tout le monde peut la comprendre, encore une fois, on en revient sur le fait que c'est facile d'en parler. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est pas parce qu'il y a un nouvel objet que l'ancien disparaît. On n'est plus sur des champs d'application qu'augmentent, on n'est plus sur de plus en plus de choses qui sont faites avec de l'IA. Alors l'IA, c'est un terme que j'aime pas beaucoup et je reviendrai dessus, mais on n'est pas du tout en train de dire que les modèles traditionnels vont disparaître, mais on n'est pas en train de dire que les choses qu'on fait maintenant avec les nouveaux modèles, on pouvait les faire avec les anciens modèles. Donc c'est vraiment plus de champs d'application. Alors moi, je suis vraiment persuadé, et je pense que c'est très très important de le garder en tête, que même quelque chose comme un modèle linéaire, qui chez certains peut être vu comme un modèle mal aimé, eh bien en fait, dans 50 ans, dans 100 ans, il sera toujours là parce qu'il répond à un besoin. Je vais prendre une analogie que je vais peut-être reprendre plusieurs fois, c'est celui du camion et de la bicyclette. Okay. Je pense qu'on a peut-être dû oublier l'utilité du vélo. Et je pense qu'on est en train de redécouvrir en tant que société l'utilité du vélo. C'est quelque chose d'agréable. Alors moi, je fais beaucoup de vélo, mais on n'est pas obligé de prendre un 33 tonnes pour aller acheter sa baguette à 200 mètres de chez nous. Ok. En fait, donc finalement, les IA traditionnels vont rester toujours utiles parce que c'est pas dans tous les cas qu'on aura besoin de gros modèles comme les LLM dont on parle. Parfois, la simple régression linéaire pourra suffire finalement. Tout à fait. Et elle a des avantages, c'est-à-dire qu'une régression linéaire, on peut mieux la comprendre. Alors, il faut faire attention, c'est pas forcément aussi simple que ça. Même comprendre une régression linéaire, ça peut être compliqué, mais on peut mieux la comprendre, elle va répondre à des besoins. D'accord. Et pourquoi est-ce que j'aime pas le terme d'IA? Parce que si on regarde l'histoire de l'informatique, l'IA, ça a toujours été la pointe de l'informatique. Turing, il y a 70 ans, réfléchissait déjà à l'IA. Et tous les 10 ans, l'IA, c'est quelque chose de nouveau parce que la définition de l'IA, c'est essentiellement le truc nouveau en informatique. Ok. Quand tu dis c'est le truc nouveau à l'informatique, ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, si on repart dans les années 90, il y avait des gens qui faisaient de l'IA, c'était des choses très différentes. C'est des choses qui étaient de la logique, de l'induction logique, des choses qui de nos jours, en tout cas le grand public n'appelle pas IA, alors que c'est réellement... important. Par exemple, il y a eu des progrès en IA pour les mathématiques, les Olympiades mathématiques, les Olympiades internationales mathématiques. Et en fait, c'est une combinaison entre ces vieilles techniques, entre guillemets, qui ont continué à progresser, et les nouvelles techniques. Ok. Donc, moi, l'impression que j'ai vraiment, c'est que ce qui était nouveau il y a 30 ans, on l'a appelé de l'IA. Ce qui est nouveau maintenant, on l'appelle de l'IA. Ok, donc à chaque fois qu'on aura de la nouveauté, les gens vont dire c'est de l'IA en fait finalement. Oui, parce que j'ai presque envie de dire l'ensemble du programme de l'informatique, c'est de résoudre des tâches qui sont des tâches de la connaissance, de l'information. Et donc d'une certaine manière, l'ensemble du programme de l'informatique, c'est de faire de l'intelligence. Ouais. Là, tu utilises le mot intelligence. Je sais que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube Luc Julia, qui a co-créé Siri.
Et il a dit quelque chose qui moi m'a marqué, c'est qu'en fait, le nom intelligence artificielle n'est même pas bien donné. Parce qu'en soi, pour lui, ces outils ne sont pas intelligents, du moins pas au sens de l'être humain. Quelle est ta position sur cela? Je pense que je suis d'accord avec Luc sur certaines choses. Le problème, c'est que si on parle d'intelligence, on a envie de penser à intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est quelque chose de compliqué, ça n'est pas quelque chose de rationnel. Nous, informaticiens, on a envie de tout rationaliser, mais si on fait des sciences cognitives et qu'on étudie l'intelligence humaine, on se rend compte qu'elle a plein d'aspects pas tout à fait rationnels, avec plein d'erreurs, mais c'est des erreurs qui nous rendent humains, qui nous rendent créateurs, qui nous rendent beaux. Et donc, en fait, c'est l'une des autres raisons pour lesquelles je n'aime pas trop ce terme d'intelligence artificielle. Après, je pense qu'il est utile de l'utiliser pour communiquer à travers un plus grand public. Mais on en reparlera peut-être, mais moi, je préférerais la notion d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle, dans le sens que l'ordinateur ne travaille pas tout seul. Parce qu'on a toujours besoin, en fait, de l'être humain qui va guider, entre guillemets, l'ensemble des travaux. C'est tout à fait clair. Donc, si je résume ta position actuelle, l'IA générative, ça fait le buzz parce qu'en fait, tout le monde en fait, peut générer son image, tout le monde peut faire de la musique, par exemple. J'ai vu une musique qui a fait le buzz. C'était un artiste qui a utilisé la voix de Maître Gims sur la musique qu'il avait créée. Et franchement, tout le monde a suivi. Et c'est palpable, tout le monde peut le voir. On en parle beaucoup. Toi, tu as co-créé justement Scikit-Learn. Et je sais qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'IA, on fait toujours référence au deep learning en général, c'est toujours les gros modèles. Et sur Scikit-Learn en général, on va utiliser les données tabulaires. Donc la question que je me suis posée lorsque j'ai vu cette évolution-là, c'était est-ce que selon toi, je vais être un peu dur, Scikit-Learn est amené à disparaître? Non, mais c'est une bonne question. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Alors, je pense déjà que disparaître, aucune chance, c'est comme dire qu'une calculatrice va disparaître. Ouais. Mais est-ce qu'il peut être amené à devenir invisible ou est-ce qu'il peut être amené à être trivial parmi plein d'autres objets? Alors, c'est possible. Je vois pas ça arriver tout de suite. Parce que, on a déjà prononcé le mot, mais il y a le data scientist. Un data scientist, c'est quelqu'un qui répond à une question sur des données et qui doit instancier une démarche d'analyse et de compréhension de données. Ouais. Et pour ça, il va avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Pas forcément tous les 150-200 estimateurs de Scikit-Learn. On est beaucoup à penser dans Scikit-Learn qu'il y en a trop, hein. Mais à chaque fois qu'on veut retirer un, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Mais par contre, il aura besoin d'une panoplie d'outils. Une panoplie d'outils, d'ailleurs, où le deep learning peut exister. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas, selon les données et la question, on va être amené à instancier des problèmes différents. Et j'en reviens, je pense vraiment que le modèle linéaire ne va pas disparaître. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'on va avoir une évolution des modèles en IA tabulaire, comme j'aime l'appeler. Dans mon travail de recherche, je travaille à faire une évolution des modèles et c'est vrai qu'on travaille sur des techniques souvent de type deep learning, pas uniquement, mais souvent. Et puis aussi une évolution des données. Okay. Peut-être qu'on va avoir des données qui vont changer et donc des données plus riches qui vont appeler des modèles plus riches. Oui, ok. Donc, c'est l'évolution des données qui vont entraîner les modèles qui vont également évoluer. Et je comprends qu'en fait, Scikit-Learn, puisqu'on fait de la régression linéaire, c'est l'un des modèles de base de cet outil-là, donc forcément, ça va continuer à être évolué. C'est un outil open source que la plupart des entreprises utilisent, du moins les entreprises qui font de l'IA, la data science et autres. Et comment est-ce que vous faites justement pour vous réinventer au quotidien, pour rester toujours... Est-ce que vous allez embrasser la vague de l'IA générative ou bien vous allez rester sur l'aspect tabulaire, comme c'est le cas aujourd'hui? Alors, donc, depuis très longtemps, on a dit qu'on ne ferait pas du deep learning. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Il y en a une, c'est qu'on a toujours voulu que Scikit-Learn soit un objet léger à utiliser. Et on ne voyait pas, surtout dans ses débuts, on ne voyait pas comment est-ce que le deep learning pouvait être léger à utiliser.
Et puis, il y a aussi des questions de complexité de la pile technologique. Qui dit faire du deep learning, dit avoir une pile technologique plus compliquée. Et finalement, il y a une question aussi de comprendre notre place dans l'écosystème. Ça sert à rien de faire de la compétition pour le plaisir de faire la compétition. Il y a des très, très bons outils. Et on a plus envie de se placer en complémentarité. Mais par exemple, ça peut être très raisonnable de combiner du deep learning avec, par exemple, des modèles d'arbres. Si, par exemple, j'ai des données tabulaires avec des chaînes de caractères assez riches dedans, ça marche extrêmement bien de vectoriser les chaînes de caractères assez riches avec un modèle de deep learning pré-entraîné. Les 3/4 du temps, ça n'est pas nécessaire de le réentraîner. Ouais. Donc on prend un modèle sur Hugging Face, on vectorise et on combine ça dans un modèle d'arbre, par exemple, ou dans un modèle linéaire, mais souvent dans un modèle d'arbre, ça marche mieux. Et donc ça, c'est pas des choses qu'on va faire dans Scikit-learn parce que Scikit-learn, c'est une boîte à outils d'algorithmes de base, mais on a une librairie sur laquelle on travaille depuis pas très longtemps qui s'appelle Scrub. Oui. Qui, depuis décembre, s'est téléchargé des modèles de Hugging Face, des modèles pré-entraînés et vectorisé le tout le plus simplement possible. A priori, c'est très simple. Moi, ça marche très bien. Ça marche sur un ordinateur qui n'a pas de GPU, ça marche sur un laptop, etc. Et ça, c'est possible parce qu'il y a eu une maturation de l'écosystème aussi deep learning avec des modèles préentraînés, avec le hub Scikit-learn. Et j'ai envie de dire, ça illustre un petit peu notre vision et ce qu'on aime, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un outil qui faisait bien ce qu'il faisait. D'autres personnes ont fait d'autres bons outils et puis après, on peut les mettre ensemble. Exactement. En fait, ce sera toujours le meilleur dans sa spécialité. Parce que si on regarde J'ai même vu une intervention que tu as faite où tu as présenté une enquête de Kaggle qui montrait en fait que dans la plupart des entreprises, les modèles linéaires, c'était les modèles les plus utilisés. Donc, c'est la raison pour laquelle Scikit-learn est souvent en tête des logiciels les plus téléchargés ou bien les plus utilisés en matière de data science parce que le besoin réel, il vient dans les données tabulaires. C'est pas dans les grands ensembles de modèles comme on peut le croire si on regarde Internet, en fait. Je pense que c'est des besoins différents. C'est-à-dire que le besoin de l'entreprise est beaucoup dans les données tabulaires. Il peut y avoir un besoin de document texte. Je ne parle pas des besoins spécialisés, c'est-à-dire qu'en besoin spécialisé, j'ai une usine qui fabrique des pièces, je peux avoir un besoin spécialisé de mettre une caméra pour vérifier que ma pièce est bien. Donc là, je vais avoir du modèle de vision. Mais sur les besoins assez généraux, toutes les entreprises ont des données tabulaires et certaines peuvent avoir beaucoup de documents texte. Et quand il y a énormément de documents texte, on peut avoir aussi besoin de modèles de texte. Mais je suis assez persuadé que la donnée tabulaire ne va pas disparaître. Par contre, c'est vrai que c'est plus technique. Je vais prendre un exemple. Oracle, le fabricant de bases de données, c'est quelque chose qui n'est pas connu du grand public. Oui. Et peut-être une manière de le voir, c'est que quand on prend l'avion, il y a des pubs pour Oracle. Pourquoi est-ce qu'il y a des pubs ? Parce qu'ils ont besoin de faire des pubs pour être visibles. Parce que c'est un objet technique. Contrairement à un objet de la vie de tous les jours. Ah, je n'ai jamais remarqué qu'Oracle faisait la publicité dans l'avion. Dans les aéroports, souvent. Ah, je n'ai pas encore remarqué. OK. Donc là, c'est la première partie. IA tabulaire, IA générative. On comprend comment vivre dans un monde où les deux, en fait, vont se compléter finalement. Je sais également que tu as participé à la rédaction d'un rapport. Justement, notre ambition pour l'IA pour la France, avec Yann Lequin, Luc Julia et autres. Et dans le rapport, vous avez proposé au gouvernement 25 recommandations. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport-là ? Parmi les recommandations que vous avez proposées, quelles sont les trois les plus marquantes, on va dire, qui vont permettre justement à la France de se repositionner comme étant l'acteur principal de l'IA ? Le principal, je ne sais pas, mais... Ouais. On pourra parler de principal. Je pense que c'est un peu comme Scikit-learn, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas d'être un acteur principal. Le sujet, c'est d'être un acteur important qui participe. C'est comme Scikit-learn. On cherche pas... Scikit-learn, on cherche à exister dans un écosystème, mais on cherche à être pertinent dans un écosystème. On ne cherche pas à tout prendre. Ça serait stupide. Donc, peut-être sur le rapport, peut-être quelque chose qui émerge, qu'on pense qui est vraiment important, c'est qu'il est vraiment important que la France, en tant que société, adopte l'IA. Okay. Alors, là, de ce côté-là, moi, j'ai aussi mon propre point de vue et de temps en temps, j'ai aussi des points de vue
et peut-être qu'on en reparlera, mais des points de vue écologiques, des points de vue peut-être de faire attention à la société de consommation et de ne pas consommer pour le plaisir de consommer. Donc c'est vrai que moi je n'aime pas l'idée on va consommer pour le plaisir de consommer. Mais par contre c'est certain, c'est qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le passé. Ok. Ce sont des technologies qui sont utiles et qui transforment et qui vont transformer le monde. Et donc il faut que nous, la France, on prenne ces technologies, on les utilise, on les développe, on soit des parties prenantes. Et la raison pour laquelle il faut faire ça, c'est que même si on a des doutes vis-à-vis de ces technologies, il y a des bonnes raisons d'avoir des doutes vis-à-vis de l'impact, par exemple des réseaux sociaux sur la démocratie, peut-être qu'on passe nous tous trop de temps sur nos téléphones et on ferait mieux d'être dehors, de parler à nos amis, etc. Cependant, malgré ces doutes qui sont des doutes légitimes et malgré le fait qu'il ne faut pas dire, par exemple, on va faire de l'IA et plus de l'agriculture, par exemple, ce qu'on voit depuis 20 ans, c'est qu'on a une part de la valeur économique, des échanges économiques qui est de plus en plus occupée par l'informatique. Oui. Donc on a une part grandissante des parts de marché de l'informatique, une partie de notre dépense, que ce soit nous en tant qu'individus ou en tant que professionnels, part de plus en plus vers l'informatique. Si nous, la France, n'avons pas de service informatique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette dépense monétaire, elle part à l'étranger. Ouais. Ce qui veut dire qu'on a une balance commerciale négative. Encore une fois, je ne suis pas un fou de la croissance, c'est pas ça qui m'intéresse, mais on ne peut pas envisager l'avenir avec une balance commerciale négative grandissante et grandissante et grandissante. Et tu mets quoi dans balance commerciale négative pour la France ? Donc moi, le PIB, c'est pas une mesure qui m'intéresse beaucoup, on pourrait en parler. Le PIB cherche à capturer quelque chose, il le capture juste mal. Okay. Quelque chose qui m'intéresse plus, c'est de regarder la quantité d'échanges entrants et d'échanges sortants. Autrement dit, combien d'argent a été viré de l'étranger vers la France et combien d'argent a été viré de la France vers l'étranger. Ok. Et quand on regarde ça, le fait que nous ayons une balance commerciale négative, que nous perdons, j'ai plus les chiffres en tête, mais pas mal d'argent chaque année, ça m'inquiète. Ok. Et si on regarde, donc on exporte du vin, on exporte du tourisme, c'est-à-dire les gens viennent en France et apprécient, c'est super, c'est génial, il faut qu'on garde ça. Par contre, on importe des services numériques tout le temps. Ok. Donc, on ne peut pas envisager l'avenir si on ne développe pas notre société numérique, et c'est une société numérique qu'il faut qu'on développe nous, Français, et nous avons les atouts. Les atouts numéro 1, c'est les talents, et les Français sont bons en informatique. Et donc, il faut que la France développe ses services numériques, et pour ça, il faut qu'on innove. C'est-à-dire que c'est plus difficile de développer un concurrent à quelque chose d'existant. Par contre, développer quelque chose de nouveau pour prendre une part de marché nouvelle, c'est plus facile. Et donc la raison pour laquelle dans le rapport on dit il faut qu'on fasse de l'IA, il faut que tout le monde fasse de l'IA, c'est exactement pour ça, pour créer cette innovation, pour créer ces idées de là on peut faire quelque chose de sympa avec l'IA, on peut faire un service qui rend service à tout le monde et que les gens vont utiliser. Oui. Et donc ce qu'on dit dans le rapport, c'est que c'est très important que la société s'empare de l'IA. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est important que la société s'empare de l'IA ? On va peut-être parler du fait que l'IA, ça peut être bien, mais ça peut aussi être mal. Mais quelque chose qui est très important, c'est que l'IA, elle est ce qu'on en fait en tant que société. Oui. Donc en tant que quels objets économiques on crée, comment est-ce qu'on utilise ces objets économiques, quelle régulation ou quelle manière, quelles habitudes on prend. Et donc en tant que société, tout le monde, absolument tout le monde, et j'insiste, c'est très important, idéalement, c'est pas uniquement les élites parisiennes, c'est pas uniquement les gens qui ont fait des études d'informatique, c'est tout le monde devrait comprendre, mais peut-être d'un point de vue intuitif, peut-être comprendre un petit peu ce que ça veut dire pour eux, comment est-ce que eux ils vont adapter leur vie aux changements qui arrivent, et puis après, comment est-ce que eux ils veulent que la société économique, l'État, agissent là-dessus. Ok. Donc en fait, finalement, le rapport, il avait été effectivement un ton très positif
pour justement pousser la France à investir davantage dans l'IA. Et la raison que tu évoques là, c'est parce que de toute façon, pour, comme tu as dit, équilibrer la balance commerciale, c'est ça le thème, la France, si elle passe son temps à importer la technologie, bah, c'est pas forcément la situation la plus, on va dire, la plus confortable. Donc c'est mieux de s'intéresser, trouver une part de marché et être compétitive. Et justement, voilà. Dans ce contexte-là, quelle est la position, aujourd'hui en tout cas, quand on regarde les grands qui font justement de l'IA générative, on va te citer OpenAI, Iowa Anthropic. En France, on a Mistral. Justement, je pense que Arthumèche, c'était un de tes doctorants, c'est ça? C'est la seule entreprise justement française qui se démarque sur ces sujets-là. Et du coup, la question que je me posais, c'est toi, comment est-ce que la France justement se positionne pour rester compétitive, pour justement se tirer son épingle du jeu? Alors, moi, mon impression, c'est que Mistral a vraiment des beaux succès, que c'est vraiment une belle réalisation. Je suis admiratif, hein, vraiment. Et ce que j'en entends, et c'est classique, c'est que, en fait, ils ont du mal à exister parce qu'il y a aussi toujours une question de mode, et puis il y a une question de... On va vers les objets les plus connus. Et en fait, je me suis rendu compte, et peut-être que je devrais faire un effort, que j'utilise jamais les modèles Mistral. Alors que pourtant, j'adore Mistral. Oui. Je pense qu'ils sont très très bons. Mais on est tous comme ça, quoi. Je veux dire, on est feignant, on utilise le truc qui est facile. Le premier, exactement. Oui. Le premier. Et donc... mais c'est valable pour Mistral, qui est français, mais c'est valable aussi, par exemple, pour le modèle produit par Anthropic, Claude, dont tout le monde dit que sur vraiment certains aspects, il est meilleur, par exemple, que Copilot, ouais. Qui est le modèle qui est utilisé par tout le monde. Pourquoi est-ce que Copilot est le modèle qui est utilisé par tout le monde? Parce qu'il est dans les objets qu'on utilise. C'est-à-dire que moi... J'avoue, je code pas beaucoup avec les modèles d'IA générative, mais ça m'arrive, et de plus en plus. Et quand je fais ça, je suis feignant, je lance VS Code, j'ai mon truc qui est configuré, et voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est de voir que même moi, qui pourtant ai des intérêts là-dedans, des intérêts à la fois personnels, Mistral, effectivement, comme tu le disais, c'est presque la famille, et j'adore les voir croître, et je trouve qu'ils sont fantastiques, et puis aussi, je suis geek, quoi. Ben, je suis quand même feignant. J'utilise le truc par défaut. Donc ça, c'est un vrai sujet en termes de développement technologique. Et qu'est-ce qui explique cela? Parce que moi aussi, je parle beaucoup de Mistral, et j'avoue que après cet enregistrement, je vais aller tester. Je sais même pas, j'ai pas encore eu l'occasion. Alors j'en parle tout le jour. Moi, j'écoute, je sais que ça existe, je sais qu'ils progressent à grande vitesse. Mais au quotidien, je vais aller vers OpenAI, ChatGPT, je vais tester Claude, je vais tester d'autres choses, mais... Ah non, tu as testé Claude, moi je l'ai jamais fait. Ah, ok. Moi, je suis extrêmement feignant. Et c'est vrai que quand ChatGPT est sorti... il y a 2 ans, moi, j'ai reçu une invitation en tant que chercheur du domaine. J'étais très curieux, donc je me suis connecté, j'ai testé. Le premier truc que j'ai fait, c'est que je l'ai cassé, quoi. J'ai fait raconter n'importe quoi. Je dis, c'est nul. Bah oui, bien sûr. Et puis, je m'étais créé un compte. Il y a cet aspect, en tant que fabricant de logiciels, cet aspect, on est tous extrêmement feignants, et ils avaient réussi à faire en sorte que je me crée un compte et que j'utilise. La première option, c'est le plus dur. Ouais. Et puis après, voilà. Je l'ai là, et puis j'utilise, puis j'ai l'habitude. Et c'est vraiment beaucoup comme ça, les habitudes. Et puis il y a aussi autre chose, il n'y a pas que les habitudes. Donc c'est les phénomènes, tous les choix qu'on fait au quotidien, c'est des choix qui ne sont pas entièrement rationnels, c'est des choix qui sont influencés par des aspects psychologiques et des aspects sociologiques. C'est comme de quelle couleur est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui, ça va dépendre en fait des gens autour de moi, etc. Et donc, c'est la même chose pour les outils qu'on utilise. Et c'est là où une entreprise qui a une capacité de marketing absolument gigantesque, qui a une capacité de dominer le discours et d'être présent absolument partout, après, quand on dit, vite fait, qu'est-ce que je peux utiliser? Boum, on prend le premier nom qui nous tombe... Ouais. Et du coup, toi, c'est parce que justement, il faut plus de communication, il faut peut-être l'intégrer comment dire, faire en sorte que le grand public l'utilise pour que ce soit ancré dans nos habitudes. C'est ce qu'il faut. Je pense que c'est déjà une chose à faire. C'est-à-dire, il faut
il faut qu'on développe une connaissance des objets, des autres objets. En plus, là, on parle d'intelligence artificielle, mais c'est le cas en économie numérique depuis toujours. L'économie numérique, c'est une économie où, pour des questions comme ça d'habitude et de facilité d'adoption, les plus gros gagnent. C'est une économie qui s'effondre, entre guillemets, sur les plus gros. Ce qui, d'un point de vue économique, est catastrophique. D'un point de vue notion de concurrence, est catastrophique. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, les années 90, c'était déjà comme ça sur d'autres sujets. Okay. Et si on veut que la France et l'Europe tirent son épingle du jeu, il faut qu'on fasse attention d'avoir des champions. Ouais. Et ça passe aussi par la communication, le marketing. Bien sûr, c'est très important. C'est ça. Et un autre aspect aussi que moi je vois, tu sais, en général, les États-Unis, ils sont un peu plus, comment dire ça, les données, les entreprises ont plus accès aux données des citoyens, on va dire. Mais en France, en Europe en général, il y a le RGPD, il y a plus de réglementation. On n'aime pas l'espionnage. Exactement. Et du coup, on sait que pour construire ces outils-là, on a besoin justement de grandes quantités de données, le plus possible. Et ça me rappelle aussi une recommandation que vous avez faite. Je prends ma tablette juste pour me rappeler exactement de la mesure. C'était c'était parmi les recommandations que vous avez fournies justement dans le rapport, c'était qu'il fallait qu'on transforme notre approche de la donnée personnelle pour mieux innover. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et toi, tu as travaillé dans le secteur de la santé. Et là encore, c'est encore plus marqué. Quand je vais chez mon médecin, je n'ai pas forcément envie que mes données soient utilisées. Du moins, soient mes données sont très confidentielles, en fait. Donc, justement, dans ce monde où les données personnelles sont souvent protégées, surtout dans l'Union européenne, comment est-ce que cette recommandation, transformer notre approche de la donnée personnelle pour mieux innover, s'applique aujourd'hui? Donc le sujet, c'est effectivement un sujet de données personnelles et donc de vie privée. La vie privée, c'est très important. C'est-à-dire que si on casse notre vie privée, on va casser les rapports de force. On a des vrais risques et on est quand même dans un contexte où il y a quand même de plus en plus de risques à la démocratie. On va avoir des vrais risques. Donc il faut trouver des vrais équilibres. Il faut aussi évoluer, être avec son temps. On se rend compte que les jeunes ont plus conscience de peut-être l'image qu'ils projettent par en fait le fait que leur image fuite partout et la maîtrise mieux, mais cependant c'est extrêmement important de la protéger et les données de santé, c'est vrai que c'est un très bon exemple. Et moi j'ai travaillé sur les dossiers patients de la PHP, alors pseudonymisés, mais il y a une quantité de vie personnelle là-dedans, d'humains, de drames, sur tous les côtés. C'est-à-dire qu'on voit aussi les difficultés des soignants. Il n'y a pas que les patients. Et on voit très bien que ça peut être mal utilisé, ce genre de choses. Donc, en aucun cas, est-ce qu'il ne faut que ce genre de choses tombe dans les mauvaises mains. OK. Donc ça, c'est la première chose. C'est très important. Et c'est peut-être une des différences qu'on a en Europe par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un côté peut-être un petit peu plus cow-boy. Bon, ben, pas de chance. Voilà. Et donc, nous, on n'a pas ce point de vue et c'est quelque chose auquel on tient. Par contre, le danger qu'on a vu plus d'une fois, c'est que ça se transforme en bureaucratie. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne faut qu'on fasse n'importe quoi. Mais quand, en fait, la seule chose qu'on fait, c'est de la paperasse et du tampon, on n'a pas d'efficacité de protection. Oui. Et donc, en plus, d'ailleurs, c'est contre-productif parce que cette bureaucratie, en fait, elle coûte cher en temps et en procédure. Et typiquement, les gros acteurs, ils y arrivent sans problème. Ils font toutes les certifications, les normes, les déclarations, les rapports, etc. Et donc, ils ont accès à plein de données. Et c'est les plus petits acteurs, donc typiquement des acteurs français, innovants français, qui vont avoir plus de mal. Okay. Et donc, le danger, c'est qu'en fait, on soit en train de rendre plus difficile l'émergence de petits acteurs innovants parce qu'ils n'arrivent pas à faire la paperasse. Mais on n'est pas en train de dire il faut tout ouvrir. Okay. C'est pas ce qu'on est en train de dire du tout. Okay. On est peut-être en train de dire il faut rationaliser les choses. Ce sont deux choses différentes. Ok. Donc, faire attention à ce que ces données-là soient utilisées
Ça sera utilisé ou pas? Quand même, Oui, elles sont mais déjà utilisées. Pas les bonnes personnes, on va Oui, dire. alors c'est difficile. On ne veut pas dire les choses comme ça, c'est difficile. Parce que comment est-ce qu'on définit une bonne personne? Comment est-ce qu'on reconnaît une bonne personne? Ça se voit, on le voit. Et lui, c'est un méchant. Il a un bandeau noir autour des yeux, c'est un cambrioleur. Non, ça ne marche pas comme ça. La question, c'est de rationaliser les procédures et les choix. Mais on ne peut pas juste dire il faut que les bonnes personnes utilisent les données et pas les mauvaises personnes. Ouais, c'est vrai que ça, c'est... Ouais. Même d'un point de vue, comment est-ce qu'on les identifie? Sur quels critères on définit que... Bien sûr. Mais par contre, éviter les étapes inutiles. Moi, j'ai plein d'étapes où il me faut 5 signatures par des gens qui... je ne suis pas persuadé qu'ils aient un regard extrêmement critique sur le dossier. C'est plus de la signature qu'autre chose. Okay. En gros, c'est limiter au maximum la bureaucratie. Ouais, la bureaucratie, vraiment rationaliser les choses. Ça marche, ok. Donc, au niveau des données personnelles, il faut rationaliser parce que dans le domaine de la santé, quand je regarde un peu les études, apparemment, c'est l'un des domaines où l'IA aura le plus d'impact. Du moins, c'est l'un des domaines où les plus... On verra. On verra, pourquoi? Alors moi, c'est le sujet qui m'intéresse, hein, c'est clair. Okay. Mais c'est dur. Ah ouais? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Il y a plusieurs raisons. Peut-être la raison la plus simple, c'est qu'en santé, comme dans quelques autres domaines, c'est pas un truc qu'on peut essayer et voir. Ah ouais. Or, généralement, faut être honnête, en IA, c'est comme ça qu'on marche. On essaie et on regarde. Alors, et en plus, quelque chose qui est important, donc on parle d'IA, on parle de machine learning, on parle de prédiction. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'en santé, le sujet, c'est rarement un pur sujet de prédiction. Si je te prédis que tu vas mourir demain, ça te sert à quoi? Ça va te pourrir la vie, tu vas passer une mauvaise journée. Le sujet, c'est le sujet de faire quelque chose. Donc c'est un sujet d'intervention. On ne veut pas prédire pour prédire, on veut prédire pour intervenir. Et ça, c'est plus dur. Pas impossible, mais c'est plus dur. Et la manière dont on prédit pour intervenir, c'est fait. Hein. Prédire pour intervenir, c'est quelque chose qu'on fait. Par exemple, le placement de pub en ligne, on optimise le placement de pub ou les recommandations, les moteurs de recommandation. On optimise le contenu pour maximiser quelque chose. Oui. Mais la manière dont on fait ça, c'est par essai-erreur. Ah, je te montre ça. Ah, t'as pas aimé, etc. Et on fait plein de petits essais-erreurs parce que le coût de l'erreur, il est très faible. Ouais. On ne peut pas faire ça en santé. Parce que le coût de l'erreur, il est élevé. Ouais. On ne peut pas faire plein de petits essais, plein de petites erreurs. Donc c'est un domaine qui est dur, réellement dur. Et puis en plus, il faut rajouter à ça effectivement les problèmes de vie privée qui rendent les choses plus dures. Et je ne peux pas dire, lui, là, il a l'air d'être intelligent. Attends, je vais lui donner les 10 millions de dossiers patients de la PHP, on va voir s'il fait quelque chose avec. Je ne peux pas. Je peux pas. Je voudrais bien, hein, si je n'avais pas de problème de vie privée. Mais si je fais ça, il va se passer des mauvaises choses. Et c'est aussi un problème où il y a énormément d'expertise qu'il faut mettre autour de la table. Okay. Moi, plus je travaille dans ce domaine, plus je me rends compte de la quantité d'expertise et le fait que quand je travaille sur le diabète, j'ai besoin d'un diabéto, peut-être même 2 ou 3, parce qu'en fait, ils vont chacun m'amener un point de vue différent. Mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui fait de la pharmacoépidémiologie, biostatisticien, peut-être informatique médicale pour qu'ils me comprennent la manière de donner son codé, etc. C'est vraiment un domaine où il y a une quantité de connaissances à avoir, que c'est de la connaissance extrêmement technique et qu'on doit tous mettre ensemble. C'est aussi ça qui fait, c'est passionnant au jour le jour. Ah oui, parce qu'il y a toujours de nouveaux challenges, toujours de nouveaux défis, toujours de nouvelles choses à apprendre. Ouais, moi j'adore apprendre. Et quand je travaille avec un diabétologue, j'apprends de son quotidien. Et c'est fantastique. Et quand j'apprends toujours des choses. Ouais. Et du coup, ça me pousse aussi à te poser la question. Tu as dit, pour faire ces IA en santé, on a besoin de beaucoup d'expertise. L'une des craintes que beaucoup ont, même les personnes en général qui ne comprennent pas forcément comment ça... Tout le monde, en fait, a cette crainte. C'est est-ce que ces IA-là ne vont pas finalement prendre notre emploi à nous? C'est quoi l'avenir de l'emploi? Si ça se trouve, peut-être le diabéto dont tu as parlé, ce sera une IA et il y aura plusieurs IA qui auront l'expertise et pourront justement, je ne sais pas si elles se concèdent, mais grâce à cette intelligence collective, elles pourront remplacer tous les corps de métier que tu as cités. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'emploi, justement en Europe, mais dans le monde, avec ces IA qui se développent très vite? Alors pour même aller pousser plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une crainte qui n'est pas forcément formulée, mais si on réfléchit, qui peut être intuitive, mais qui est pertinente, c'est pas forcément que je vais te remplacer.
Le diabéto, il va peut-être pas forcément être remplacé parce que peut-être que l'IA, elle sera pas capable de parler un médecin. La manière dont il interagit avec le patient, c'est extrêmement important. Hein. C'est crucial pour des tonnes de raisons. Et donc l'IA sera pas forcément capable d'interagir de la même manière. Par contre, le diabéto, il pourrait perdre sa capacité décisionnelle. Il pourrait être transformé en une sorte de terminal, entre guillemets, de l'IA. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il y a une IA. Puis on a dit une IA, mais derrière une IA, il y a des acteurs économiques. C'est quoi? C'est une assurance, par exemple. Et donc le médecin, c'est pas toujours formulé comme ça, mais intuitivement, il a peur de perdre sa liberté d'action. Ok. Et c'est légitime comme peur. Et donc ça, là, on n'est même pas en train de parler de l'emploi. Oui. J'y reviendrai. Mais au-delà de l'emploi, il y a la manière dont ça transforme les rapports de force et dont on va avoir des gens qui passent de gens qui décident, qui ont une autonomie, à des gens qui ne deviennent plus que des exécuteurs. On pourrait prendre un peu la caricature. Les employés chez Amazon qui baladent des colis dans les entrepôts, et ben ils ont un truc qui leur dit tu vas chercher le 3e colis à partir de la droite, tu te tournes, tu prends ça. Ils sont micromanagés par l'IA comme c'est pas possible. Okay. Et donc je dis les gens n'ont pas forcément explicité cette pensée, mais elle est quand même les gens c'est pas bête, elle est quand même présente quelque part, quoi. Un peu cette idée qu'ils sont en train de perdre le contrôle. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et je pense qu'en fait c'est toujours utile d'expliciter les vrais sujets, d'expliciter les vrais problèmes en tant que société, parce que ça nous aidera à mieux y réfléchir et aussi de ne pas les caricaturer, de dire tels qu'ils existent. Après, sur la transformation de l'emploi, donc je peux prendre une vision caricaturale et simpliste positive et de dire, de toute façon, les révolutions technologiques, on a plus de 200 ans d'histoire de révolution technologique. Il y a toujours une énorme modification de la structure de la société et du marché du travail. Mais la société s'adapte et il y a des nouveaux secteurs économiques qui sont créés. Je reviens 200 ans en arrière. Il y avait beaucoup moins de personnes qui s'occupaient de la garde et de l'éducation des enfants. 200 ans en arrière, 300 ans en arrière, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Un enfant, c'était quelqu'un qui était dans la boue pendant qu'on était dans les champs, etc. Maintenant, on investit dans nos enfants des tonnes de manières différentes. Et c'est devenu un secteur économique important. Et c'est fantastique. C'est le progrès, ça. Donc, en termes big picture, il va y avoir une évolution. Ça, c'est du long terme. Quelque chose qu'on dit dans le rapport, et c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, c'est Philippe Aghion et les économistes, les spécialistes, quelque chose qu'on dit dans le rapport aussi, c'est que dans une logique compétitive, la personne qui adopte l'innovation le plus vite, c'est la personne qui devient plus efficace. Et comme il devient plus efficace, il a plus d'impact sur le marché. Et donc, en fait, en adoptant l'innovation, on peut en fait juste augmenter sa part de marché et donc en fait embaucher. Ok. Mais, et finalement, la dernière chose qu'on dit qui est important, c'est que il ne faut pas forcément raisonner en termes d'emploi, mais en termes de tâches. C'est-à-dire que si on regarde la plupart des emplois, on n'est plus trop les ouvriers spécialisés. On est la plupart des gens, peut-être tous les gens, sont des gens qui font beaucoup de tâches diverses dans la journée. Et une partie de ces tâches vont être transformées, potentiellement semi-automatisées par l'IA. Mais pas forcément toutes les tâches. Donc encore une fois, ça peut nous rendre plus productifs pour notre travail complet. Cependant, moi je veux modérer ça. Et ça, c'est plus le rapport. C'est moi. Ok. Ce qu'un changement technologique, ce qu'un changement d'organisation fait sur le quotidien d'acteurs économiques, que ce soit des employés ou des secteurs d'activité, c'est aussi changer les rapports de force. Je reviens aux rapports de force. Et donc, il y a des gens qui peuvent avoir en fait leur valeur économique qui est diminuée parce qu'ils deviennent plus faciles, je ne veux pas dire à remplacer, mais ils apportent moins.
Et ça, c'est un vrai sujet. Et le sujet de la valeur économique, c'est un sujet qui est très compliqué. C'est pas un sujet qui est purement rationnel. Pourquoi est-ce qu'un gymnaste olympique est payé beaucoup moins qu'un joueur de foot olympique ? Parce qu'en tant que société, on accorde plus d'importance au foot qu'à la gymnastique. Peut-être parce que le foot, ça fait des matchs qui sont sympas à voir. Moi, j'ai pas d'opinion, j'aime les deux autant. Mais voilà, donc la valeur, c'est aussi quelque chose de très, très sociologique. Ouais. Et donc derrière ça, j'en reviens presque à ce que je disais avant, il est important qu'on s'empare de tout ça en tant que société. Et donc on fasse attention à l'évolution des valeurs, voire même idéalement qu'en tant que société, que tout le monde, on réfléchisse à ce qu'on veut pour nous. Et j'ai presque envie de dire, il faudrait qu'on fasse des choses que je fais assez mal moi, enfin je m'améliore, mais qu'on vote avec notre argent. C'est-à-dire, voter avec l'argent. Voter avec l'argent ? Voter avec l'argent, ça veut dire quand on dépense de l'argent, on le dépense parce qu'on veut le produit ou le service, mais aussi parce que l'argent qu'on a donné sera bien utilisé. Moi, de nos jours, c'est vrai que j'ai beaucoup changé. De nos jours, je suis tellement content de donner l'argent à ma femme de ménage et puis idéalement de bien la payer. Déjà parce que, elle me gagne du temps, elle fait que mon appart, il n'est pas trop sale. Même il est propre quand elle le fait. Mais 2, j'ai l'impression de bien dépenser cet argent parce que quand je dépense cet argent, elle pourra peut-être payer quelque chose pour elle, pour sa santé ou juste pour son bonheur, pour ses enfants. Alors que quand j'achète je fais pas trop ça, mais quand j'achète un truc à la noix fait en Chine, j'ai envie aussi, je suis comme tout le monde, j'ai envie de nouveaux trucs brillants. Et en fait, je vais beaucoup polluer. Je vais faire des choses qui viennent de très loin, puis ça se trouve, j'ai acheté un truc pas cher, mais il était de mauvaise qualité, il sera cassé, et dans un mois, je le rachète. J'ai mal dépensé. Je dis pas que je le fais pas, je le fais tout le temps, mais j'ai mal dépensé. Donc, quand je paye ma femme de ménage, je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir bien dépensé. Parce que j'ai investi dans une personne qui vit pas loin de chez moi, qui arrivera à avoir une bonne vie, etc. Et c'est ça que je veux dire, voter avec mon argent. C'est que mon argent, et je dis pas que je le fais bien, je le fais pas bien, mais mon argent, idéalement, quand je le dépense, je le donne à des gens qui vont en faire quelque chose. Et idéalement, je le donne à des gens qui vont en faire des bonnes choses. Les bonnes choses, ça pourrait être pour eux. Et si on reprend sur le sujet de... Parce que là, tu as parlé du sujet de précarisation de l'emploi. En gros, il y a des emplois qui seront moins valorisés d'un point de vue de la société. Parce que les IA feront peut-être mieux... souvent cette tâche. C'est même pas forcément mieux, c'est souvent moins cher. Moins cher. Oui, c'est ça surtout, moins cher. Oui. Mais comment est-ce qu'on vote avec l'argent dans ce cas? Alors, parce on vote pas par forcément avec l'argent, mais déjà on peut. C'est-à-dire, moi, pendant très longtemps, je vais donner des noms de boîtes. Pendant très longtemps, j'ai refusé de filer des sous à Uber parce que Uber était une boîte qui se comportait de façon catastrophique avec ses employés qui n'étaient même pas des employés, quoi. C'est des gens qui le semi-esclavagisent. Et puis le PDG, il a été mis à la porte. Mais Travis Kalanick était quelqu'un qui avait une culture du harcèlement dans la boîte. Ils ont fait plein de choses horribles, en fait. Et donc, je refusais de prendre un Uber. Alors, je me rends compte que il n'y a pas beaucoup de monde comme moi, mais je refusais de prendre un Uber et je me rends compte que j'ai abdiqué pour toutes sortes de raisons. Donc on en revient presque à ce que je disais, on utilise les choses parce que par fainéantise, quoi. Mais quand même, dans le temps, je râlais sur les taxis, quand je disais les taxis, etc. Maintenant, en fait, je suis plus content de prendre un taxi. Alors j'aime pas l'idée de monopole et donc la difficulté. En fait, les taxis, c'est des gens qui ont pu payer la licence de taxi et c'est dur. Donc d'une certaine manière, quand je prenais un Uber, je payais quelqu'un, mais je payais aussi beaucoup une boîte qui n'allait pas payer ses impôts en France, qui allait faire des mauvaises choses. Ouais. Mais là, dans ce que tu dis, c'est vraiment individuel. Si tout le monde n'a pas la même sensibilité, tu vois que finalement... C'est très important ce que tu dis, Natacha. Ouais. Et donc, autre chose qu'on peut faire et qui est aussi important, c'est de s'organiser. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Le métier d'agriculteur. C'est un métier qui est hyper important. Les agriculteurs, c'est les gens qui nous nourrissent. Il n'y en a plus d'agriculteurs, on crève de faim. Et puis, quand ils nous font des bons produits, on mange bien. Et ça fait partie du plaisir de la vie. Et bien pourtant, les agriculteurs, ils luttent. C'est dur comme métier. Et ils sont mal payés. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'ils sont petits, au milieu d'une gigantesque chaîne de distribution. Et le petit agriculteur, l'exploitant individuel ou à plusieurs, il a du mal dans le rapport des forces, à se battre pour ses prix. Il ne veut pas être riche, moi j'en connais. Ils veulent vivre dignement. Et en face de lui, il a un giron de la distribution qui contrôle totalement l'accès au marché et qui
peut lui dire écoute, si tu me vends pas ça à ce prix-là, moi je te l'achète pas, c'est pas grave, j'achèterai chez le voisin, ou j'achèterai le pays d'à côté, ou j'achèterai à l'autre bout du monde. L'agriculteur, il peut pas, parce que déjà qu'il bosse beaucoup, mais en plus il va pas prendre son camion et puis aller livrer quelqu'un, il va pas y arriver, enfin il n'y arrivera pas forcément. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les agriculteurs? Je vais leur donner des conseils, mais c'est pas facile, parce que si j'étais agriculteur je pourrais pas le faire, mais c'est un problème de rapport de force, c'est-à-dire qu'ils sont pleins et ils sont isolés. Alors ils essaient, ils s'organisent en coopérative, etc. Mais c'est un rapport de force, c'est-à-dire qu'on a un géant contre plein de petits. Donc qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Je suis en train d'écrire en fait l'histoire des luttes politico-économiques, et qui est aussi qu'il faut que l'individu s'organise. Et si on regarde l'histoire des révolutions technologiques, ça s'est toujours passé comme ça. Les individus se sont organisés. Il y a eu la notion de ce qu'on appelle maintenant les syndicats, des gens qui s'organisent et qui se disent mais si on est beaucoup, on peut changer la donne. Et c'est très important. Et c'est difficile, c'est le problème de l'action collective. Ouais. Et quand tu parles de précarisation, je pense aussi, pendant le Covid, on a vu l'importance des infirmiers, par exemple. Oh là oui. Mais on sait très bien, vu la quantité de travail qu'ils font et la rémunération qui est à côté, d'un point de vue, purement de travail, normalement, ça devrait être mieux valorisé, parce que c'est un corps de métier qui soutient vraiment la société. On peut aussi parler des instituteurs. Ouais. Des profs. Des professeurs aussi. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec l'IA, il y aura encore d'autres métiers qui seront davantage en fait précarisés, parce que l'IA est moins chère et que les géants, comme ils ont l'IA, ils ont le pouvoir économique. Donc Ce que tu as dit, c'est hyper important. Les géants, comme ils ont l'IA, ils ont le pouvoir économique. En fait, moi, ça ne me gêne pas que l'IA, je ne veux pas dire qu'elle remplace les gens, elle semi-remplace les gens, elle ne remplace jamais les gens. Mais ce qui me gêne, c'est la concentration des pouvoirs. On en parle dans le rapport. C'est pas que l'IA elle est bien ou elle est mal, c'est que si on a une concentration des pouvoirs et qu'en gros il y a très peu d'acteurs qui contrôlent l'IA, ce qui est quelque chose qui naturellement a tendance à se passer pour plein de raisons, alors il y a des rapports de force asymétriques. C'est ça qui me gêne. Ouais. Et comment est-ce qu'on va réussir à... Alors déjà c'est très dur, mais donc moi l'une des choses auxquelles je crois, et on l'a dit dans le rapport, mais une des choses auxquelles je crois, c'est c'est pas surprenant, ça fait 20 ans que je fais ça, c'est l'open source, ou de façon plus générale le commun. C'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles je m'investis dans l'open source, c'est pour démocratiser, c'est-à-dire faire en sorte que plein de personnes puissent utiliser des choses. Alors et en fait, ça suffit pas. Le logiciel libre ne suffit pas. Il faut il faut aussi des capacités de calcul distribuées. Donc, il faut des marchés du calcul qui soient équilibrés. Il faut des accès aux données qui soient raisonnables. Donc, il faut vraiment travailler très très fortement sur l'équilibrage des rapports de force, et aussi on parle de temps en temps de commun numérique, c'est-à-dire qu'il y a l'open source, le code, mais dans l'IA, on parle trop du code et on parle pas assez des données. Et les données d'entraînement, c'est extrêmement important. Et si on dit Wikipédia, on pense pas à IA, mais en fait, je pense que Wikipédia a été un facteur très très important dans la création des grands modèles de langage. Et c'est un objet fantastique, Wikipédia. Et donc, il faut investir dans ces objets. Alors moi, pendant très longtemps, j'étais très triste que le gouvernement ne le fasse pas assez. Alors, il le fait un peu parce que moi, je suis fonctionnaire, je ne suis payé que par le gouvernement et toute mon activité a toujours été payée par le gouvernement. Et après, je me suis rendu compte plus récemment que ce n'était pas la solution magique. Parce qu'un gouvernement, des hommes et des femmes politiques, c'est aussi des gens qui ont leurs propres agendas. Et quand l'agenda ne va pas dans la bonne direction, si le gouvernement contrôle tout, ça ne va pas bien. On le voit un petit peu en ce moment aux États-Unis avec Elon Musk, qui n'est même pas encore au gouvernement, qui attaque Wikipédia comme c'est pas croyable. Ah, ça, je n'étais pas au courant de ça. Si, il est en train d'attaquer Wikipédia. Et l'une des raisons pour lesquelles il attaque Wikipédia, c'est que c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas. Ok. Et donc, on en revient sur un petit peu la notion qu'on est des individus, on est 70 millions en France, on est 7 à 8 milliards dans le monde, et il faut que tous les individus se sentent investis un petit peu de ce travail commun. Mais c'est tout, hein. Moi, c'est filer un coup de main à quelqu'un dans la rue en portant ses valises, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on s'investisse pour notre société, parce que c'est comme ça qu'on la rend meilleure. Ouais.
Et justement, quand tu dis s'investir pour la société, tu vois, l'IA aujourd'hui, ça pose quand même de gros enjeux sociétaux. Je pense par exemple aux deepfakes qui peuvent être transformés pour, par exemple, l'harcèlement scolaire, les images pornographiques qui ont été recréées à partir de ces outils-là. Il y a beaucoup de personnes, dont Yoshua Bwenjo, j'ai invité également sur ma chaîne YouTube celui qui a créé le mouvement Post-AI en France, Maxime Fournès, qui disent en fait que certes, comme tu as dit, c'est intéressant, ça peut permettre d'être plus productif, entre guillemets, mais d'un autre côté, on ne maîtrise pas tous les risques en fait derrière ces outils. Dans le rapport pour la France, j'ai compris la position. Aujourd'hui, c'est qu'il faut équilibrer la balance commerciale, il ne faut pas que la France reste en arrière, entre guillemets. Mais par contre, on ne maîtrise pas encore les risques et il demande de faire une pause. Donc je me demande, toi, qu'est-ce que tu penses de la pause sur ces outils-là? Est-ce que tu y crois? Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Est-ce qu'on doit avancer très vite alors que ce sont des outils qu'on ne maîtrise pas encore, on ne connaît pas encore quelles sont les dérives en fait? Tu vois? Tout à l'heure on parlait de bonnes ou mauvaises personnes. On ne sait pas qui est bon, qui est mauvais. Et si c'est une mauvaise personne qui utilise ces outils, ça peut être dangereux. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une question compliquée. Je vais plutôt prendre du recul sur la pause et parler de façon plus générale des risques. Donc, ces derniers temps, j'ai été impliqué dans le rapport qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir, le International Report on the Safety of AI ou quelque chose comme ça, qui est un travail collaboratif qui est présidé par Yoshua, mais dans lequel il a mis beaucoup de personnes différentes. Parce que moi, Yoshua, c'est quelqu'un que je connais un peu et que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un de très humain et de vraiment très dans la collaboration et l'écoute des autres. Ça, c'est quelque chose que j'admire énormément chez lui. Et donc, typiquement, Yoshua, je suis pas d'accord avec lui sur certaines choses et je pense que Yoshua le sait. On se connaît suffisamment pour le savoir. Mais Yoshua est quelqu'un qui pense qu'il faut construire les choses en commun et donc il va amener des gens différents ensemble pour travailler. Donc ce rapport, on l'a fait avec beaucoup de monde différent et c'est très intéressant. Donc d'ailleurs, le rapport, je pense, est intéressant, il est relativement nuancé. Donc moi, je suis moins négatif. Alors, je pense qu'il y a des risques. Je ne veux pas cacher les risques. Par contre, mon analyse, déjà, c'est que je ne crois pas beaucoup aux risques extrêmes. Ok. C'est déjà quelque chose. Après, il y a des vrais risques pour la démocratie. Mais par contre, je pense que ces risques, ce ne sont pas des risques de l'IA. Ce sont des risques du tissu numérique global. Et on va prendre par exemple, moi les risques pour la démocratie à l'heure actuelle, c'est ce qui m'inquiète le plus. On va prendre donc le danger des deepfakes, mais analyse après analyse, donc ça c'est des analyses qui sont plus faites par des gens de sciences sociales, les gens n'arrêtent pas de montrer que les faux sur Internet, c'est un problème. Mais les deepfakes, je lisais un rapport récemment, je ne sais plus de qui, mais de gens qui sont plus compétents de moi sur le sujet, qui montraient qu'en fait, les deepfakes étaient très peu utilisés. On peut faire de la manipulation, mais c'est très facile. C'est fait depuis très longtemps. On prend une photo qui n'a rien à voir, mais qui est plausible. On lui donne un titre et on dit « Regardez ce qui se passe en ce moment à tel endroit, c'est horrible. » Et boum, hop là. C'est plus facile en fait à faire qu'un deepfake. Le deepfake, alors ça s'améliore, mais donc je dis pas qu'il n'y a pas de sujet, mais le sujet il est déjà là, sans les deepfakes. Alors par contre, il y a un vrai sujet, le sujet des réseaux sociaux. Moi qui suis un peu quand même utilisateur de Twitter à l'origine, même beaucoup d'utilisateurs de Twitter à l'origine, ce qu'on voit des réseaux sociaux sur l'impact sur le monde, il n'est pas très bon. Donc il y a un énorme sujet, mais c'est pas juste en gros si on pose l'IA on va le résoudre. Je pense que c'est un sujet plus de fond, mais c'est profondément un sujet de fond et c'est là aussi où moi la pose de l'IA, moi personnellement ça me dérangerait pas. Moi je suis pas quelqu'un qui aime courir de l'avant, c'est-à-dire que surtout que la pause qui suggérait c'était une pause pas sur tous les aspects, quoi. Et typiquement sur les sujets, moi, qui m'intéressent de médecine, on a plein de choses à faire dans le domaine de leur pause. Et les sujets de causalité dont je parlais, c'est des sujets sur lesquels on peut vraiment travailler. Et c'est des sujets, moi, qui m'intéressent. Mais ça ne marchera pas. Parce que je disais, moi, la voix que je portais dans le rapport, c'est que je disais n'importe qui va faire de l'IA dans son garage, entre guillemets.
Mais on le voit, hein, le dernier modèle, je crois que c'est une version d'un des modèles Qwen entraîné par je ne sais plus qui en Chine, j'aurais dû regarder, mais il n'est pas entraîné sur une puissance de calcul monstrueuse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'améliore, ça devient de plus en plus facile de faire ces choses-là. Donc le danger, en fait, pour moi, de la pause sur l'IA ou le danger de certaines choses, c'est de créer un système qui est un système de type prohibition. C'est-à-dire que légalement, on n'a rien le droit de faire, mais c'est très facile de le contourner, donc on a des tonnes de mauvais acteurs en fait qui le font et les bons acteurs le font pas. Okay. Là, on a tout perdu. Ouais, exactement. Donc finalement, la pause, tu n'y crois pas beaucoup, même s'il y a les gros risques. Tu as parlé du risque déjà pour la démocratie. C'est que via Twitter, je crois qu'il y a des études qui montrent que ces réseaux sociaux peuvent même avoir de l'impact sur les élections, même diriger complètement la vie politique d'un pays en fait. Ça, oui, notre vue du monde, hein, c'est connu. Et c'est pas un sujet qu'on a abordé dans le rapport, mais ça serait beaucoup plus facile de réguler. Ça semblerait beaucoup plus facile de réguler Twitter et Facebook que l'IA. Mais ce ne sont pas des objets européens. Mmh. C'est beaucoup plus difficile de faire une action. C'est faisable, mais beaucoup plus difficile, mais vraiment difficile, sur des objets économiques de cette taille-là qui ne sont pas européens. Ouais. C'est littéralement des incidents diplomatiques. Quand l'Union européenne fait une grosse amende à Microsoft, c'est un incident diplomatique. Ouais. Donc on en revient presque sur des choses que je disais avant. C'est que il faut qu'en France, qu'en Europe, il ne faut pas qu'on raisonne en tant que Français, il faut qu'on raisonne en tant qu'Européens, on développe une maîtrise des objets pour pouvoir les contrôler. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est vraiment pas évident d'agir sur Twitter, sur Facebook. C'est vraiment dur. Oui. Et quand tu parles de gouvernance, aujourd'hui, il y a le fameux papier AI Act qui régule un peu l'IA en général. Toi, c'est quoi ta vision justement sur la gouvernance de l'IA en Europe? Sur quoi est-ce qu'on doit mettre davantage d'efforts? Sur quoi est-ce qu'on fait déjà très bien? Moi, j'ai très peur. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai très très peur que ce soit encore de la bureaucratie, encore de la technicité et qu'on crée des usines à gaz régulatoires qui ne protègent pas. C'est comme la protection des données. Et je trouve qu'on fait des textes régulatoires qui sont réellement compliqués. Je dis tout de suite là, je ne peux pas parler de ce texte. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'en parler, il y a des juristes qui me disent « Mais en fait, tu l'as mal compris, c'est comme ça, etc. » Et cependant, moi, ce que je vois, c'est que mon quotidien sur de plus en plus d'actions, c'est un quotidien de procédure et de contrôle, mais qui est du contrôle par des gens qui me paraît un contrôle sur la forme et pas sur le fond. Donc je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça, mais je pense que c'est un vrai sujet. D'accord. Ok, du coup, là, on arrive à la fin du podcast. C'était très intéressant de discuter avec toi, Gaël. Donc, on va passer à la dernière partie, qui c'est les questions flash. J'ai vu que tu étais cofondateur de Probable. On en parle de plus en plus. Est-ce que tu peux... J'ai aussi vu le programme P6. P16. P16, ok. P16, merci. Est-ce que tu peux dire rapidement en quelques mots, c'est quoi ces initiatives, c'est quoi Probable, quelle est la vision derrière, et voilà. Donc Probable et P16 sont en fait deux côtés d'une même action qui a été initiée par le gouvernement autour du développement de communs numériques pour la science des données. Donc, Scikit-learn, mais élargi, c'est pas du tout limité à Scikit-learn. Le but, c'est d'avoir un écosystème de communs qui est sain. C'est quelque chose dont on est beaucoup à penser, qui est très important. P16, c'est la version financement public qui est orchestrée par INRIA, mais pas forcément limitée à INRIA, pour insuffler du financement de développement aux organismes de recherche pour du logiciel libre. Probable, c'est la commercialisation qui se veut vertueuse et pas en compétition avec le logiciel libre, mais en complémenter le logiciel libre pour qu'il réponde le mieux aux besoins des entreprises.
Du coup, Probable, en termes de logiciel, qu'est-ce qui est développé? Est-ce que Scrub, dont tu parlais au début, c'est dans Probable? Alors, Probable paye des développeurs, Scrub, Scikit-learn, Fairlearn, Scopus. Mais Probable aussi développe un produit. Je n'ai pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui, surtout qu'il est encore en développement, mais un produit qui est un produit pour insérer tous ces objets dans l'entreprise et qui marche bien dans l'entreprise et qui a un côté libre. Tout n'est pas libre, mais il a un côté libre parce que on aime bien le logiciel libre. Ça marche, ok. Et une autre question, à quoi ressemblera selon toi l'avenir de l'IA dans 5 ans, si tu pouvais faire des prédictions? Alors, moi, je vais vraiment dire, je n'ai pas de baguette magique. Ouais. Et je pense que c'est vraiment important de penser qu'il ne va pas ressembler à ce qu'on croit. L'avenir, l'innovation technologique et scientifique, c'est des rebondissements. Ouais. Donc, moi, je pense que 5 ans, c'est à peu près la bonne échelle pour qu'on ait quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu et qui va nous surprendre. Exactement. Et une autre question, qu'est-ce que tu penses de l'AGI, l'intelligence artificielle générale? C'est quoi ta perception? Alors moi, de plus en plus, avec le temps, ces dernières années, je deviens mal à l'aise vis-à-vis de ce genre de choses parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on finit par avoir derrière ce rêve, le rêve de remplacer des humains par des GPU. Et moi, c'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir un meilleur monde. Et je pense que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle a sa place là-dedans, mais moi, je vois ça comme un but d'augmenter l'humain. L'augmentation de l'humain. Quand tu parles d'humain augmenté, ça me fait penser à Laurent Alexandre. Dans son livre La guerre des intelligences, où il montrait en fait que l'intelligence... En fait, il montrait en fait que il faut qu'on aille dans un monde où... Il proposait 2 solutions en fait. Que l'humain en fait... L'intelligence artificielle peut dépasser l'être humain. Et pour contrecarrer cela, il y avait 2 solutions que j'ai vues dans son livre. Il y a justement... Il appelle l'être humain augmenté, avec des puces et autres. Et deuxième pan, c'était une sélection des gènes à la naissance pour favoriser les gènes les plus intelligents, entre guillemets. Donc quand tu parles d'augmenter, c'est dans quel sens? Non, c'est pas du tout comme ça. Okay. C'est pas du tout comme ça. Une analogie qui m'est venue récemment, c'est que moi, je vois l'IA comme un ascenseur. Ok. Un ascenseur, c'est quelque chose de fantastique. On peut monter des meubles très lourds qu'on ne peut pas monter ou qui sont très durs à monter dans les escaliers. Ça nous permet peut-être d'aller au 20e étage plus vite. Mais ça ne nous a pas remplacés. Et moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il est hyper important de continuer à prendre les escaliers et continuer à faire du sport pour rester en bonne santé. Donc ça nous complète, ça nous aide à faire des choses, ça nous permet de faire des choses qu'on ne ferait pas, mais ça ne nous remplace pas. D'accord, ok. En gros, c'est complémentaire à l'être humain, on va dire ça. Voilà. Et s'il y avait une idée fausse que tu aimerais déconstruire sur l'IA, ce serait quoi aujourd'hui? Plus ça va, plus l'idée qui me gêne, c'est l'idée de baguette magique. On va tout résoudre avec une baguette magique. Et si on parle par exemple de la science des données, donc la science des données, j'ai envie de dire, c'est l'IA appliquée dans plein d'entreprises. Mais à chaque fois, c'est une compréhension du problème applicatif, des données et des personnes impliquées. Et donc, ça ne va pas être transformé par une baguette magique. Il y aura de l'humain dans la science des données. Il n'y aura pas un objet magique qu'on va mettre et il n'y a plus besoin d'humain. C'est ça. Donc l'IA, c'est pas de la baguette magique. Et c'est ce mot que... La dernière question, s'il y avait une personne que tu aimerais écouter sur ce podcast, ce sera qui? Eh ben, je proposerais bien Stéphane Héloïse Gras. Ah, Stéphane Héloïse, c'est qui? Je la connais pas. Stéphane Héloïse, c'est une... à l'heure actuelle, elle est chercheuse au CNAM. Elle est chercheuse en philosophie, sciences sociales et IA. Okay. Elle a fait du travail très intéressant au Media Lab, au MIT, sur l'impact des algorithmes de recommandation en musique sur le goût des gens, parce qu'elle est aussi musicienne. Okay. Et donc, c'est quelqu'un qui a un point de vue peut-être différent des gens que tu as souvent, parce qu'elle a une formation différente, une formation en sciences sociales, une formation en philosophie. Puis elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle a fait de l'investissement et elle est aussi au board de Probable. Ok, super. Bon, du coup, je vais regarder son parcours et voilà. Merci beaucoup, Gaël. Merci, Natacha. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui vous a inspiré dans mon échange avec Gaël. Partagez vos réponses en commentaire. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que moi, j'ai compris une chose. On vit dans une économie où l'attention, c'est la ressource la plus précieuse. C'est plus précieux que l'argent.
Donc, votre attention, c'est la ressource la plus précieuse. Et mon objectif à moi sur le coin Stat, c'est de maximiser le retour sur investissement de votre temps. Vous avez passé 1 heure avec Natacha et Gaël. Qu'est-ce que vous retenez? Si vous retenez une seule chose, franchement, mon objectif a été atteint. Donc, partagez vos avis en commentaire, partagez ce que vous avez appris. Et surtout, si vous souhaitez comprendre davantage les risques, parce qu'on a parlé là du côté, entre guillemets, positif de l'intelligence artificielle, il faut savoir que ces outils-là ne sont pas sans risque. Il faut savoir qu'il y a des risques profonds de notre démocratie. On a les risques de cyberattaques, les deepfakes, on a des risques psychologiques liés à ces intelligences artificielles. Justement, quand vous êtes sur YouTube, vous scrollez, vous êtes sur TikTok, vous scrollez, sur LinkedIn, les systèmes de recommandation, en fait, ont un impact, c'est invasif dans nos vies. Donc, si vous souhaitez comprendre justement comment ces algorithmes de recommandation fonctionnent, pourquoi est-ce que ça a autant d'impact, je vous invite à regarder mon épisode avec Lê Nguyen Yang, qui est justement attaché à ces sujets de système de recommandation, qui s'affiche juste là. C'est l'épisode 14 pour vous qui est sur les plateformes audio. Allez regarder l'épisode avec Lê et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.